Donc, bienvenue au refuge solidaire de Briançon. Là, c'est là qu'on prend le petit-déj. Et puis, il y a du café, du thé. Et derrière toi, c'est là qu'on identifie les gens. C'est le bureau et où tout est organisé pour les billets, les trajets et puis les mineurs, tout. On les partage en deux groupes. Ceux qui veulent demander l'asile ici, on les amène à la police parce qu'ils sont sous la responsabilité, voilà. Et ceux qui veulent passer les majeurs, on les identifie, on leur donne juste quelques papiers qui leur permettent de demander l'asile pendant leur trajet. L'Italie et la France, c'est deux cœurs dans un poumon. L'Italie m'a sauvé sur la mer. La France m'a donné l'espoir pour vivre. Merci pour les deux pays. Mamadou Camara, Guinée-Conakry. Ici, vous êtes au refuge solidaire de Briançon. Donc le refuge est un lieu d'accueil pour les personnes étrangères, migrants, voilà, c'est ce qu'on dit de manière générale, qui arrivent d'Italie par le col de Montgenèvre ou par le col de l'Échelle, en se cachant dans la montagne. Et donc ils arrivent au refuge à toute heure du jour et de la nuit. La cuisine. Je m'appelle Lamine Diallo, je viens de la Guinée-Conakry et j'ai bientôt 28 ans. Et c'est là qu'on mange, mais actuellement, comme tu vois, c'est en travaux. Je suis né dans une famille un peu chaotique. Mon père, il est polygame, il avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Il ne s'en occupait pas vraiment. Et moi, très tôt, j'ai compris que ce n'était pas l'éducation que je voulais, quoi. Il ne répondait pas à mes attentes et puis, à un moment donné, je me suis barré. Je suis parti de mon pays très jeune, depuis 2003. Et la France est mon 10e pays. Bonjour Solange. Ça va? C'est confirmé là-bas. C'est confirmé? Oui, je veux quand je cool. veux. Oui. C'est bien. Voilà. Comme ça, je te donnerai les papiers. Alors, il est Oui, en train de donc faire le... on se voit tout à l'heure. redemandé. D'accord. J'ai un problème de rein. Le rein gauche, il est un peu abîmé, il est bouché. Il me fallait une sonde et il n'y a pas de sonde à vie. Donc, il faut tout le temps la changer, tous les 6 mois. Et aucun autre pays ne voulait le faire parce que ça demandait tellement de temps. Donc, il fallait me donner les papiers et puis s'occuper de moi. Et jusqu'à présent, personne ne veut. Même la France, pour le moment, elle ne me prend pas. Donc, je suis sous la charge de l'hôpital. Et c'est l'hôpital qui s'occupe de moi. Donc, du coup, je vis au refuge, je suis bénévole et voilà. Je suis réfugié et bénévole en même temps. C'est ici qu'on range pas mal de choses, tout ce qu'on nous offre, les vêtements, les chaussures et tout le reste. Et là, c'est une chambre. Le refuge, donc vraiment la maison ici, a été ouverte en juillet 2017. Auparavant, les personnes qui arrivaient étaient hébergées dans les familles. Sauf que, vu que le nombre de personnes qui arrivent est de plus en plus important, c'était devenu impossible d'héberger tout le monde en famille. Et du coup, la communauté de communes du Briançonnais, donc différentes communes, ont mis à disposition ce lieu qui est l'ancienne caserne des CRS. Et donc la communauté de communes a voté le fait de nous laisser à l'association Refuge Solidaire ce lieu d'hébergement d'urgence. D'abord, il y a le nombre de migrants. On peut dire que depuis le début de la migration qui a eu lieu il y a 2 ans et demi, puisqu'avant on n'en avait pas, quasiment pas, il y a environ 5000 migrants qui sont passés par Briançon. Sur ces 5000 migrants, il y en a très peu qui restent. On peut dire qu'au total, qui sont restés plus de quelques mois, il y en a peut-être une trentaine, une quarantaine maximum. L'essentiel sont des gens qui passent par Briançon, mais leur objectif, c'est pas Briançon, leur objectif, c'est la Grande-Bretagne, c'est Paris, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, mais c'est pas Briançon. Briançon, c'est un lieu de passage. Alors, il y en a qui sont venus cette nuit. On a du mal parce qu'il y a des travaux, il y a des chambres qui sont en train d'être faites, donc tu vois, ils vont ranger leurs affaires ici le temps de trouver un peu de place pour eux. Le grand, c'est comment? Allez. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Cool. Le plus difficile, c'est la nuit, parce que les gens, ils viennent fatigués, ils sont stressés, certains sont complètement malades, tétanisés, il faut appeler les urgences, les amener à l'hôpital. Donc, moi, je fais l'accueil, je fais de l'interprétation, parce que je parle pas mal de langues, et quand ils viennent, on cherche d'abord à savoir s'ils vont bien. Et ceux qui ne vont pas bien, il faut appeler les urgences et puis les amener directement à l'hôpital, comme ça a été mon cas. À part ça, ceux qui vont bien, on essaie de leur trouver
des places, s'il y en a. S'il n'y en a pas, on a un autre endroit à l'église, on les amène là-bas. Et puis on leur donne à manger, à boire, et puis voilà, on les identifie, on les oriente. Ceux qui veulent demander l'asile, on leur donne les informations qu'il faut. Généralement, les gens, ils ont des contacts, ils viennent juste pour rester 2-3 jours ou trop, le temps de se reposer, récupérer, et puis ils prennent le train, le bus, et puis ils vont à Marseille, à Paris, d'autres vont en Allemagne, et puis voilà. Quand je suis venu ici, j'étais très mal. Des familles se sont occupées de moi. Et j'ai compris que oui, la meilleure façon de leur rendre voilà, l'ascenseur, c'est de m'occuper de mes frères, ceux qui sont en dessous de moi. Donc quand ils viennent ici, il y en a qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent pas italien. Et moi, toutes ces langues, voilà, je me débrouille pas mal, en plus des langues africaines. Donc je m'occupe d'eux. Salut, ça va? Quand je suis arrivé en Libye, c'était dur. J'ai même fait la prison. Une semaine, dans ça, on s'est échappé de la prison. C'est la même Méditerranée, ils sont venus nous sauver. Quand ils sont venus nous sauver, on est arrivé en Italie. De l'Italie, on a fait un premier campo. Le premier campo, les gens nous géraient mal, donc on nous a transférés dans un autre coin. À 30 km de la Grande. 30 km à 60 km de la Grande. Bon, il n'y a pas. Je compare dans les. C'est pas au juste. Ben, il sait que ça doit dépasser 30 km. On nous a envoyés là-bas. Mais là-bas encore là, c'était encore pire que le premier campo. Et là, les gens de ce coin-là, ils sont beaucoup racistes. Ils n'aiment pas les Noirs. Tu viens à l'office, tu es malade, on ne te soigne pas. La nourriture qu'on nous donne, c'est pas mangeable. Tu donnes ça à un chien, même, il ne mange pas. Le chien même qui se promène là, il refuse de manger. Si tu veux, je te montre la photo. Le chien même refuse de manger. Tu n'es pas traité. Tu manges mal. Quand tu es malade, on dit que non, tu n'es pas malade, que tu as envie de coucher. C'est l'envie des femmes qui te manque. Les pays du Nord ont créé une sorte de bunker entre les pays du Nord et du Sud. Donc, si nous venons d'Afrique, nous ne pouvons vivre que soit en Espagne, en Italie, voilà. C'est là que nous sommes concentrés. On n'a pas le droit de venir vivre en France, en Allemagne ou en Angleterre. Ça s'appelle la loi de Dublin. Donc, dès qu'on prend tes empreintes, il y a une machine qu'ils appellent Eurodac et tout est dedans. Si les parents sont dublinés, les enfants le sont automatiquement. Donc si la mère doit être envoyée en Italie, la mère sera renvoyée avec ses enfants. Enfin, on est quand même dans un système de fou où ces gamins-là, ils connaissent que la route. Ils ont connu que ça, la route. Ils vont de port en port, d'endroit en endroit, et ils suivent les parents. Et il y en a des fois, la plupart ne sont pas scolarisés. C'est dur, quoi. Ou alors, ils restent stables, et puis après, il y a ces fameux accords de Dublin qui font que c'est retour à la case départ. Je n'ai pas envie de stigmatiser la police qui fait son travail, puisqu'il y a des ordres. Alors, s'il faut stigmatiser quelqu'un, c'est le pouvoir. Ce n'est pas celui qui exécute, c'est celui qui donne les ordres. Alors, c'est vrai que quelquefois, dans les exécutants, il y en a qui font un peu de zèle, mais d'une manière générale, ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 150 à 180 000 migrants qui sont passés de la Libye en Italie et que la plupart de ces migrants n'ont pas envie de rester en Italie. Alors que les Italiens font un accueil de qualité. Il y a un travail qui est fait en Italie. Moi, j'ai d'excellentes relations avec les maires de l'autre côté, avec le maire d'Oulx, avec le maire de Bardonecchia. Et effectivement, ce sont des gens qui sont soucieux de la problématique que posent ces migrants et qui essayent de les aider. Même l'État italien, en tout cas avant les changements, je ne sais pas ce que ça donne maintenant, mais donner de l'argent pour organiser un certain nombre, pour payer un certain nombre de migrants qui s'occupent des gens qui arrivent pour leur expliquer leurs droits, pour leur expliquer les risques qu'ils prenaient à faire telle ou telle démarche. Ce qu'il faut comprendre, pour comprendre le contexte
de Briançon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État ne veut pas accueillir et ne met pas les moyens pour accueillir. Et ça peut être Briançon, mais c'est partout en France. C'est à Marseille, c'est à Paris, c'est à Lyon. Enfin, concrètement, on le sait tous, mais nous, on ne peut pas faire plus à notre échelle, mais on sait tous que demain, les jeunes qui sont là au refuge, s'ils n'ont pas de famille, s'ils n'ont pas d'amis, ils vont finir dehors. Et on n'y peut rien, et nous, ça nous dégoûte. Et le rythme est tel des arrivées qu'on n'a pas le temps de prendre le temps de chercher des solutions viables pour tous. La France, il ne peut rien dire dessus, parce qu'il vient d'arriver en France, ça fait 4 jours. Je suis là, je suis bien traité. Je mange bien, le nombre de fois que je veux. Pas qu'on me donne de l'argent, mais j'ai un peu la peur du cœur. Les gens, les personnels d'ici, ils rient bien avec nous, ils ne nous traitent pas comme des animaux. Ce que moi, j'ai déploré un peu en Italie, pendant mon séjour en Italie, des personnes qui travaillent dans les centres. Des personnes qui travaillent dans les centres. Si tu travailles dans le centre, c'est que tu dois aimer les personnes. Tu dois aimer les personnes dans l'endroit où tu travailles là. Tu dois aimer ces personnes-là. Si tu travailles dans un local avec un ami, que tu ne rigoles pas avec cet ami, ça sert à quoi? Si on rentre à l'office, on dit ah, buongiorno, per favore, voglio questo. Elle te dit che vuoi? Qu'est-ce que tu veux? Quand les mineurs arrivent ici, ils se présentent au bureau d'accueil, ils nous disent qu'ils sont mineurs. Dans ce cas-là, nous, on fait un document, on remplit un document qui est un document officiel, qui est une information préoccupante qu'on envoie au département. Donc on met leur nom, prénom, date de naissance, pays d'origine. On envoie par mail au département. Et ensuite, la procédure est qu'on les emmène au commissariat de police. Le commissariat de police contacte également le département. Et ensuite, au commissariat, ils font une prise d'empreinte. Et le département leur envoie les billets de train pour qu'ils soient emmenés à Gap, où il y a une structure d'accueil pour mineurs. Donc une structure départementale. En France, si vous voulez, les départements ont l'obligation de s'occuper des mineurs non accompagnés, de les prendre en charge, de les éduquer et de leur assurer la nourriture, le couvert et autres. La problématique, elle est liée au fait aussi que il y a un certain nombre de migrants qui ont joué de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout un tas de migrants n'ont pas leurs papiers, les ont perdus, on leur a volé ou ils ne les ont plus pour une raison X, Y. Toujours est-il qu'ils se déclarent comme mineurs, puis quelquefois ne le sont pas. Alors, et l'État français a beau jeu de critiquer et d'amplifier ce processus en disant « Oui, d'accord, ils nous disent qu'il est mineur, mais prouvez-le ». Alors, comment on fait la différence entre un gamin de 16 ans et un gamin de 18 ans, un gamin de 17 ans et un gamin de 20 ans? Avec comme moi que ce n'est pas évident, surtout si on n'a pas des papiers ou ce sont des papiers qui sont plus ou moins officiels. Il faut savoir que dans le département des Hautes-Alpes, 80% des jeunes qui se présentent ne sont pas reconnus mineurs. Ça veut dire qu'il n'y a que 15 à 20% qui sont réellement reconnus mineurs et les autres sont remis à la rue. Le problème, il est plutôt que c'est un moyen aujourd'hui pour certains départements de refuser de s'occuper des mineurs non accompagnés, et puis aussi parce que le fait que normalement ces mineurs non accompagnés dont le département doit s'occuper, l'État leur doit quelque chose au département. Or, l'État ne paye pas toujours, ne paye pas rapidement, et donc ça crée des déséquilibres. Et dans le département des Hautes-Alpes en particulier, l'année dernière, il manquait un peu plus d'1 million d'euros dans ce que l'État devait verser au département.
Je m'appelle Zibilila Askandaro, je viens du Bénin, j'ai 16 ans. Je suis arrivé en France il y a 3 mois de cela. Je suis arrivé par Briançon. Et de Briançon, il y a une association qui m'a envoyé ici. J'ai été au conseil départemental où j'ai eu une évaluation. Du coup, après l'évaluation, le conseil départemental a décidé que je n'étais pas mineur. Je suis donc bénévole du réseau hospitalité qui est hébergé par le Secours catholique. Voilà. Et le réseau hospitalité, c'est un regroupement d'une vingtaine d'associations. Au départ, je m'occupais de l'école, enfin de la scolarisation, enfin du soutien scolaire ou de la mise à niveau des jeunes qui arrivaient. Et puis très rapidement, j'ai basculé sur l'hébergement. Et donc, je suis en charge de trouver des hébergements de familles ou autres pour les jeunes en recours auprès du juge pour enfants. Maintenant, à Gap, à 85%, les jeunes sont déminorisés. C'est-à-dire que le conseil départemental ne les reconnaît pas mineurs, mais ne les reconnaît pas non plus majeurs. Donc, ils sont dans un espèce de statut bâtard. Et ces jeunes-là, du jour au lendemain, à 8h du matin, entre 8 et 9h du matin, ils sont mis à la rue. On a un groupe d'avocats et un groupe de juristes qui assistent ces jeunes gens de manière à représenter un nouveau dossier, on va dire, au juge des enfants. Le problème, c'est qu'actuellement, le juge des enfants, il n'est pas forcément favorable à tous ces jeunes. On s'aperçoit malheureusement que ces jeunes gens sont... Au départ, on avait un grand taux de réussite, on était à peu près 80% de réussite. Et malheureusement, ça baisse beaucoup et on a peur d'arriver à des taux vraiment attristant. L'autre difficulté, c'est que ce sont des jeunes gens, les délais de recours sont très longs, c'est-à-dire qu'on attend 6 à 8 mois pour être convoqué devant le juge des enfants et que pendant toute cette période, les jeunes, jusqu'à présent, étaient désœuvrés, ne faisaient rien, voilà. Et dans la mesure où l'inspection académique refusait en fait de les prendre en charge. Et refusait la scolarisation en disant non, ils ne sont pas reconnus mineurs, donc on ne les scolarise pas. Donc on a été obligé de faire des procédures devant le tribunal administratif pour faire condamner l'inspection académique des Hautes-Alpes et le rectorat d'Aix-Marseille, puisqu'on dépend du rectorat d'Aix-Marseille. Et le tribunal administratif a rendu, il y a à peu près un mois, 3 décisions de condamnation, dont une sous astreinte. Et depuis, la situation s'est bien améliorée, en tous les cas, par rapport à cette question de la scolarisation, puisque aujourd'hui, l'inspection académique accepte de scolariser tous les jeunes qui sont dans cette situation, c'est-à-dire non reconnus mineurs par le département, mais en recours devant le juge des enfants. Et aujourd'hui, ils sont scolarisés. Nous, notre rôle est de trouver des familles d'accueil. Ensuite, on les nourrit, c'est-à-dire tous les jours à 14h, grâce à des dons, on a beaucoup de gens qui nous font des dons, qui nous apportent de la nourriture. Quelquefois, on est en rupture de stock, on lance des appels sur les réseaux sociaux. Et là, on nous apporte les denrées de base, le riz, l'huile, les sardines, la sauce tomate. Il faut savoir que moi, j'ai des jeunes que je connais depuis 1 an et demi, qui depuis 1 an et demi mangent midi et soir du riz, sauce tomate. Voilà, je ne sais pas qui pourrait supporter depuis plus d'1 an de manger midi et soir du riz sauce tomate, mais eux l'acceptent. Il faut savoir que nous sommes hébergés par le Secours catholique qui nous prête un étage de leurs locaux. On est là uniquement l'après-midi de 14h à 17h30, 18h. C'est un peu court, ça nous laisse très peu d'amplitude. Mais pendant ces quelques heures, on les nourrit, on les soigne, on leur donne des cours, on les habille. On leur apporte un peu de chaleur, on leur apporte un peu de tendresse parce qu'ils sont cruellement en manque de... Ce sont des enfants qui ont tout perdu, qui ont tout laissé dans leur pays. Et puis ils ont besoin qu'on les bichonne, qu'on les coucoune. Et on est toutes leurs mamans. Ils nous appellent tous maman. Pour les plus âgés, ils nous appellent mamie. Mais ça crée quand même un lien très fort.
je déteste mon pays. On a toutes les richesses. On n'a pas besoin de venir ici en France. Encore moins en Europe. On a tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Malheureusement, on n'a pas des gens qui sont responsables et qui nous font profiter de nos richesses. On a tout ce qu'il faut. Et lorsque tu te réveilles dans un pays où tu as la bauxite, le diamant, tu as tout, et que tu n'arrives même pas à trouver de l'eau, de l'électricité, de la bouffe, c'est-à-dire le minimum vital, on ne peut pas... Oui, je ne veux pas retourner en Guinée. Effectivement, liberté, égalité, fraternité, c'est des grands mots. Qu'est-ce que ça recouvre réellement? Ça a recouvert l'esprit révolutionnaire de 1789. Bon, ça n'a pas tout résolu. L'Afrique, vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux, on s'en est servi, on l'a joyeusement pillé. Les Africains, on les a longtemps déportés comme esclaves. Il y a un passif. On cache les choses derrière des mots. Les Africains qui sont venus en 1914, 1918 ou en 1939 ou 1945, on a été très contents qu'ils viennent. Mais après, on n'a pas forcément reconnu leurs droits. Et les gens, ils veulent pas le voir, ils le voient comme un « ah, c'est encore en plus ». Mais si on regarde de l'autre côté et on se dit bah, « ça, c'est une richesse ». Surtout que ces jeunes-là, ils vont pas repartir. C'est la honte pour eux de repartir chez eux, s'ils repartent. Et ils vont faire leur vie, papier ou pas papier. Et après, ils vont avoir des enfants et ces enfants-là, ils seront français. Et après, ils nous regarderont et nous diront bah, « comment vous avez traité nos parents, quoi ?» Et c'est ce qui se passe dans les banlieues, hein. C'était des enfants et ces enfants-là, ils sont français et ils ont de la colère en eux parce qu'ils disent bah, « comment vous avez traité nos parents ?» Et ben ça va, on est en train de répéter la même chose, on n'apprend pas. Il y a les mots et puis il y a les actes. La France, effectivement, a l'image d'un pays d'accueil. L'accueil, en fait, ce qu'il a envie d'accueillir. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt... on fait face, si vous voulez, à des égoïsmes, des égocentrismes, des replis sur soi, où les gens, pour des raisons entretenues par les médias, par les politiques, par tout un tas de choses, ont peur. J'ai besoin simplement de dire à l'État que l'État prenne ses responsabilités, vraiment, parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a des enfants qui dorment dans la rue, il y a des enfants qui sont jetés à la rue, il y a des enfants qui ne sont pas soignés, qui ne sont pas nourris, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, c'est intolérable. On est dans le pays des droits de l'homme, on est entièrement, on va absolument à l'encontre des lois et des règles qui devraient être les nôtres. Et je demande juste à l'État de prendre ses responsabilités parce que nous, bénévoles, on fait ce qu'on peut. On est très limité, on n'a pas d'argent, on n'a pas beaucoup de ressources. On se bat, on va se battre jusqu'au bout parce que de toute façon, on ne lâchera pas. Ça, on l'a toujours dit à qui voulait nous entendre. On ne lâchera pas, mais il faut absolument que l'État prenne ses responsabilités, vraiment. L'Europe ne joue pas son rôle. L'Europe a un grand rôle à jouer. On ne peut pas laisser les Italiens se débattre avec les 150 000 migrants qui sont chez eux. On ne peut pas laisser les Grecs se débattre seuls. On ne peut pas laisser les Hongrois se débattre seuls. Et demain, l'Espagne, puisque l'Espagne est en train de prendre le relais de l'Italie en termes de passage de migrants vers la France et vers d'autres pays. Je veux être tranquille, avoir une vie meilleure comme toute personne, être tranquille, avoir ma petite vie sans être dérangé, sans avoir un pistolet sur ma tête, sans être menacé par quelqu'un. C'est tout ce que je veux. Ah mais elle n'est pas petite ma colère, c'est juste que moi on m'a appris des trucs à l'école et que je ne les retrouve pas dans la réalité. Elle est où la fraternité quand il y a des gens qui sont condamnés? Elle est où l'égalité quand on ne donne pas les enfants qui sont là, ils n'ont pas les mêmes chances que les enfants là? Et elle est où la liberté si ils n'ont pas le droit de circuler, s'ils se font arrêter, enfin, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est une personne, un demandeur d'asile, a le droit de se déplacer dans la ville qu'il veut pour faire sa demande d'asile. Le droit d'asile, c'est pas un droit comme ça, c'est un droit et on ne le respecte pas. Et si on ne respecte pas ce droit, qu'est-ce qui nous garantit que demain on ne respectera pas un autre de nos droits à nous, citoyens français?
Parce que c'est le début, ça. C'est simple de taper sur eux. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas un glissement? Qu'est-ce qui nous dit? Rien. C'est bon.